Bien le bonjour, je suis Emilia, freelance événementielle. J'organise des événements pour les professionnels et les particuliers. Pour les professionnels, on va plutôt parler de séminaires, soit une entreprise. Et pour les particuliers, ce sera plutôt des anniversaires ou des gender reveal par exemple. En ce moment, je travaille avec une agence événementielle pour qui je fais de la logistique. Donc il y a un client final qui invite des personnes à assister à des congrès et je prends en charge leur hébergement, leur transport, je les inscris à cet événement et je fais le suivi du budget pour le client. Cela fait donc 1 an que je suis 100% freelance à mon compte, que je cherche des clients. Et là, je te fais le point sur ce que j'ai fait, sur les points positifs et négatifs du fait d'être en freelance. Je parle aussi de mon chiffre d'affaires et de mes objectifs pour 2025. Je travaille principalement avec cette agence événementielle pour qui je fais de la logistique. C'est une recruteuse qui m'a contacté sur LinkedIn et qui m'a proposé ce poste parce que cette agence recherche continuellement un peu du monde pour travailler avec eux et prendre en charge certains dossiers qu'ils ne peuvent pas gérer en interne. C'est donc de la logistique. Je gère des participants qui sont invités à des congrès. Je gère beaucoup de dossiers. J'en avais une dizaine cette année parce que ce sont des petits dossiers où on a une dizaine, une trentaine, peut-être 50 participants. Ou sinon, j'ai des plus gros dossiers où on est plus sur la centaine, 200 participants qui sont mondiaux. Donc c'est vraiment intéressant de voir les différentes missions que je peux avoir sur des plus petits dossiers qui sont plus locaux où les événements ont lieu en France et les plus gros dossiers où les événements ont généralement lieu à l'étranger ou ça peut avoir lieu en France mais du coup tous les participants viennent du monde entier. Une chose que j'ai très vite remarqué, c'est la confiance qu'ils m'ont donnée parce que je travaille de chez moi. Ils ne m'ont jamais vu vraiment en vrai à cette époque-là. Et voilà, j'arrive à travailler de chez moi, ils me font confiance, ils me laissent faire mon travail. Et j'imagine que comme il n'y a pas de retour négatif des clients ou des collègues avec qui je travaille, c'est pour cela aussi qu'ils me laissent tranquille, on va dire, et qu'ils me font confiance. Au point où j'ai déjà 3 dossiers à gérer pour l'année prochaine. Je n'ai pris que des gros dossiers où on a une centaine, 200 invités, j'allais dire clients, 200 invités. Et qui auront lieu, oui, tous auront lieu à l'étranger. Donc j'ai des événements étrangers en Europe principalement. Je suis vraiment contente de pouvoir déjà avoir une petite vision sur mon chiffre d'affaires l'année prochaine, mais j'en reparle un peu plus tard. Il y a aussi eu cette collaboration que j'ai eue avec une jeune femme que j'avais rencontrée au mois de février. L'événement a eu lieu en novembre, mais je l'avais déjà rencontrée en février lors d'un événement networking. Fais des événements networking, tu vas rencontrer beaucoup de monde, mais il y aura forcément un jour une personne ou des personnes qui vont vouloir travailler avec toi, quel que soit le domaine où tu travailles. Et donc, je l'ai rencontrée en février. On s'est reparlé dans l'année, je crois, en mai ou en juin. Elle m'a recontacté pour me dire qu'elle avait des besoins. Et voilà, on a eu un échange où ça s'est très bien passé. Puis, j'ai validé le fait d'être chargée de production pour elle sur un événement qui a eu lieu en novembre. C'était sur une journée. On s'est revus avant, bien sûr, pour préparer cet événement et savoir vraiment quelle était l'émission de chacun. Parce qu'elle a une équipe avec elle. Et le jour J, tout s'est vraiment bien passé. J'ai adoré travailler avec elle, avec son équipe. Elle m'a fait un retour aussi où elle m'a dit que voilà, ça s'est très bien passé, qu'elle aimerait retravailler plus tard si elle a des besoins avec moi. Et en tant que chargée de production, j'étais vraiment sur le bon déroulé de toute la journée. Donc on a eu le montage le matin, faire les installations, s'assurer que l'espace avait mis en place tout ce que l'on avait demandé, donc l'agencement des tables et le matériel mis à disposition, l'exploitation, donc c'est l'événement, tout se passe bien, est-ce qu'on a du monde là où c'est prévu, le traiteur, est-ce qu'il est bien en place à l'heure prévue, et le démontage bien sûr, tout désinstaller, toute la décoration, tout retirer parce que c'était un événement sur une journée et même ça en fait ça m'a montré à quel point j'aime être sur le terrain. Donc c'est pour cela que l'année prochaine dans mes objectifs je veux vraiment être sur beaucoup plus d'événements où je suis sur le terrain, préparation en amont, puis être sur le terrain et voir vraiment que l'événement se passe bien, que le client est satisfait et toujours plus de satisfaction et de plus beaux événements. Le troisième client que j'ai eu cette année, c'est OnLocation. J'ai été mise en relation avec eux via une agence événementielle qui m'avait contacté sur LinkedIn encore une fois. Je travaillais pour eux en tant que chargée de transport pour un des sponsors. Donc les sponsors, il faut savoir qu'ils avaient des invités qui pouvaient séjourner dans un des hôtels privatisés du sponsor et ensuite assister à une ou plusieurs compétitions. Et moi, en tant que chargée de transport, je les accueillais au niveau des parkings spécialisés, des espaces spécialisés appelés parking pour accueillir tous ces invités de tous les sponsors concernés.
Ensuite, je les accompagnais avec certains de mes collègues jusqu'au site de compétition. On avait la possibilité d'entrer sur le site de compétition, donc j'ai eu la possibilité de voir pas mal de compétitions, judo, j'ai vu de l'escrime, taekwondo je pense, j'ai vu la natation, le water polo, j'ai vu l'arrivée du marathon féminin, donc dernière épreuve des JO. J'ai vu aussi le beach volley à Paris, c'était juste magnifique, le plus beau site de compétition. Vous avez en bas le beach volley et quand vous levez la tête, vous avez la tour Eiffel quand vous étiez bien placé, bien sûr. Donc j'ai vraiment adoré. J'ai aussi vu du basket, j'ai vu la gymnastique. C'était juste incroyable. Moi qui voulais absolument que les JO arrivent à Paris un jour, ben, c'est fait. Et là, j'ai pu même y travailler et voir les compétitions. Donc c'était très très beau et je suis juste excitée à l'idée de me dire que je pourrais aussi travailler à Los Angeles. Pour eux, je souhaiterais être avec la même équipe, même le même sponsor s'il le faut. Travailler à Los Angeles dans 4 ans, encore une fois pour les JO. Peut-être pas forcément sur les transports, mais juste pouvoir absorber toute cette énergie et toute cette beauté que sont les JO. La seule chose qui pourrait freiner le recrutement, c'est que de me dire, ben, en location, ils sont américains, donc ils ont un plus grand cercle pour recruter localement, mais c'est sûr qu'il y aura des étrangers, donc je reste à l'affût de toutes les annonces qui arriveront pour aller à Los Angeles. En termes de charge de travail, bien sûr qu'au début, tout allait bien. Quand j'ai commencé en mars jusqu'à fin juin, ben, je démarrais, j'avais ne serait-ce un seul dossier à terminer pour la fin de juin. Mais voilà, j'étais juste sur le démarrage, je lançais un peu des inscriptions à gauche à droite des différents dossiers, juste m'imprégner des dossiers et reprendre la main parce que ça faisait plus d'un an que je n'avais pas travaillé sur les différents logiciels et juste fait ce travail. Donc c'était juste cool au début. C'était oui, tout va bien, le matin je travaille, l'après-midi je fais mon montage vidéo pour YouTube et après les problèmes sont arrivés. Juillet, août, je continue à travailler pour l'agence événementielle tout en travaillant pour les JO. Ce n'est pas tant les horaires qui étaient compliqués parce que pour les JO, je travaillais 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je ne sais même pas si j'ai fait 6 heures de travail. Donc c'était vraiment cool pour les JO. Mais quand je rentrais le soir ou l'après-midi surtout, il fallait que je travaille pour l'agence et j'étais juste surchargée. En fait, c'était juste une pression psychologique de m'assurer que tout va bien, que je ne rate pas des mails, que je ne rate rien de sensible. Et c'était très dur à gérer. J'ai ensuite enchaîné avec septembre et octobre où là c'était la catastrophe. J'étais juste surchargée de travail. Vous pouvez aller voir le vlog que j'ai fait sur une journée que j'ai passée à Dijon en tant que freelance, en nomade, parce que j'étais à Dijon pour voir des amis. J'en ai profité un peu pour profiter de la ville. J'ai cru pouvoir profiter de la ville, mais j'étais trop surchargée. Je débordais de travail parce que j'ai pris déjà initialement beaucoup de dossiers alors que je reprenais juste la main dessus. Et ensuite, j'ai pris un autre dossier. Le dossier, un gros dossier où il y avait plus de 100 invités. C'était très très mal géré de base. Le dossier a été très mal pris en main. Quand moi je l'ai récupéré, c'était le bordel. Je ne retrouvais pas les informations. Il y avait beaucoup de contacts. Ce sont des dossiers. Vous avez beaucoup d'échanges avec les participants et leurs managers parce qu'il y a des participants. Ils ont pour chaque groupe un manager. Enfin, c'était vraiment beaucoup d'échanges et beaucoup d'informations à donner, à transmettre, à se souvenir. Et là, c'était la catastrophe. Je pleurais. Je n'en pouvais plus. En fait, je me demandais pourquoi je suis allée prendre ce fichu dossier. J'étais déjà débordée. J'ai déjà tellement de choses à faire. Et là, il y avait ce dossier en plus. Pourquoi j'ai pris ce dossier? Pour l'argent. Malheureusement, c'était vraiment juste pour faire plus d'argent parce que je voulais être sûre de pouvoir déjà payer toutes mes charges et profiter. En fait, je suis aussi freelance pour cette liberté de pouvoir partir en voyage parce que c'est ce que j'aime. Et ce dossier m'a juste mis dans la catastrophe. Et même encore en novembre, j'étais assez fatiguée par rapport à cette période. Mais là, tout va mieux. Mois de décembre, je clôture tous ces dossiers. Je finalise, même si au final, il y a pas mal de travail pour tout clôturer. Mais je finalise tout sereinement. Et bien sûr, l'année prochaine, on ne travaillera pas comme ça. Là, je n'ai pris que 3 dossiers et je ne pense pas en prendre beaucoup plus. C'est d'autant plus que je veux faire plus d'événements sur place en étant sur site. Donc je ne pourrais pas tout gérer. Pour l'instant, je garde ces 3 dossiers. On va voir comment j'arrive à m'organiser au fur et à mesure des mois. En termes de vie privée, j'arrive à balancer. Si je ne suis pas en surcharge, j'arrive à balancer pro-perso. Au final, quand j'ai fait mon bilan de l'année, je me suis rendu compte que j'ai vécu. Surtout au début de l'année. On va dire que les 6 premiers mois, allez, jusqu'à fin août, j'ai réussi à vivre
pleinement profiter de ce que j'aime faire si je ne voyage pas. Et puis à la fin d'année, voilà, c'était plus compliqué de vivre pour moi, mais là, il y a quand même une balance où je ne suis pas totalement ancrée dans le travail au point de faire un burn-out au bout d'un an, même pas, de travailler avec cette agence et les autres clients que j'ai pu avoir par-ci, par-là. Mais il faut savoir que je n'ai pas pris de vacances parce que, encore une fois, je voulais... L'argent, c'est vraiment le cœur du problème. L'argent, je ne voulais tellement pas dépenser parce que je me suis dit, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Quand j'ai rencontré ce client et que j'ai eu tous ces dossiers, je me suis dit, ben, en fait, jusqu'à fin janvier, jusqu'à fin d'année, ça va être parfait. J'ai de quoi vivre. Mais qu'est-ce qui va se passer en 2025? Je ne sais pas, donc je me suis dit, prends le maximum d'argent, tu mets de côté et tu ne dépenses pas surtout. Donc je ne suis pas partie en vacances, mais c'est pour cela que je suis super, super excitée à l'idée de partir en Colombie. Et bien sûr, abonnez-vous pour suivre toute ma série sur la Colombie. Je vais vous parler de toutes les villes que je visite et je vais vous montrer le maximum que je peux en Colombie. Je vais commencer avec la partie négative où je dois dire que j'ai pas mal douté de mes compétences et de ce que je pouvais rendre à cette agence événementielle. Au début, je me suis dit, ben, c'est juste le travail que je faisais il y a 1 an et demi, mais au final, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? On me laisse toute seule comme ça dans la rue à faire des dossiers. Et c'est vrai que je me suis dit, mais est-ce que je vais être capable de faire ce que je suis en train de leur dire que... de leur vendre, en fait, je suis en train de leur dire, je suis capable de faire ça, mais est-ce que vraiment je le suis? Quand la jeune femme est venue m'a contacter pour être chargée de production, je pense que c'était le pire moment où je me suis dit, mais je dis que je sais faire ci, ça, mais techniquement, je ne l'ai jamais vraiment fait exécuter. Je sais que je pense que je suis capable, mais c'est vrai que j'ai énormément douté de mes compétences et de ce que je peux produire, donc c'est difficile. Et heureusement que j'ai eu plusieurs dossiers pour me tâter et dire que oui, en fait, Lumelia, tu es capable, tu sais faire, c'est juste que ça fait longtemps que tu n'as pas fait, c'est juste que peut-être que voilà, comme tu l'as jamais mis en exécution, tu navigues un peu, tu apprends toujours, hein, mais sache que tu es capable et que voilà, vends-toi, survends-toi légèrement un peu plus, même si tu n'as jamais fait, voilà, je n'avais jamais fait de chargé de production, mais je l'ai fait parce que je voyais un peu la structure de comment se passe une journée en tant que chargée et je me suis dit mais je serais capable de le faire et ça s'est très bien passé finalement. Je courais juste après l'argent, prendre des dossiers pour prendre des dossiers, je voyais le chiffre d'affaires prévisionnel augmenter, je me suis dit c'est parfait, je vais pouvoir gagner pas mal d'argent, mettre de côté comme ça l'année prochaine je peux voyager. Ne faites pas ça, ne faites surtout pas ça, si vous travaillez uniquement pour être en tant que freelance pour gagner de l'argent, ça va vous bouffer parce que si vous n'avez pas de mission, vous n'avez pas de clients, ben vous allez dire, mais en fait, voilà, je suis perdue, je n'ai rien à faire, où est-ce que je vais? Il faut vraiment aussi vouloir travailler pour ce que vous faites, pour le métier en tant que tel et être freelance. Ça vous permet aussi de pouvoir changer de domaine assez rapidement, du moins du domaine du client avec qui vous allez travailler. Courir après l'argent, ça m'a mis dans les problèmes, j'ai l'impression d'avoir perdu des années d'espérance de vie sur cette période où c'était de l'anxiété, mais je ne savais pas, je dormais, je me réveille dans la nuit et tout de suite je pense à toutes ces choses que je dois faire, toutes ces choses que je n'ai pas fait, toutes ces deadlines qui arrivent et on n'a pas encore de solution. Donc ne pas courir après l'argent, il faut juste trouver un équilibre entre j'arrive à payer mes charges, j'arrive à pouvoir financer mes hobbies sans courir après l'argent et devoir faire des horaires pire que si vous étiez en tant qu'employé. Un autre point négatif qui concerne l'agence avec qui je travaille, c'est que je ne suis pas à 100%, je ne suis pas à temps plein, à travailler 35 heures par semaine, tous les jours ouvrés du mois. Donc à chaque fois que j'avais des propositions, et pas mal sur Malte en fait, qui étaient très bien, j'adorais en fait les missions qui correspondaient beaucoup plus à ce que je veux faire sur le long terme, mais je ne pouvais pas les prendre parce qu'on me demandait d'être à 100% avec eux et c'était juste impossible. Disons qu'avec l'agence événementielle, je suis peut-être à un moment, j'étais au début 50%, juillet, août 75, maintenant aussi 75 et septembre, octobre, j'étais à 100%, c'est sûr. Mais voilà, je ne pouvais pas prendre d'autres missions très longues. C'est pour ça que le poste en tant que chargé de production, c'était bien parce que c'était ponctuel. On s'est vu 2 heures juste avant l'événement, mais prendre des missions plus longues, c'était juste impossible. Donc l'année prochaine, on va
plutôt s'orienter vers des missions de ce style où je pourrais être sur site, s'il vous plaît. Un gros point positif, c'est quand même de pouvoir s'organiser comme on veut. C'est la liberté de s'organiser et d'organiser son planning comme on le veut. Moi, c'est très important que je fasse ma musculation le matin déjà parce qu'il n'y a pas grand monde. Clairement, c'est un avantage et parce que j'aime bien faire ce sport le matin pour me donner cette énergie en début de journée. Je m'organise de cette façon. Le matin, je vais à la salle de sport à 7h30, je suis à la salle. Je rentre chez moi, je prends mon petit déjeuner vers 9h jusqu'à 10h et je commence vraiment à 10h. À 12h30, je prends ma pause. 1h30 de pause jusqu'à 14h, c'est parfait. Avant, je prenais juste 1 heure, mais là, je vois que je me presse un peu pour manger, pour tout ranger. Donc voilà, 1h30, c'est parfait. De toute façon, c'est ce que j'avais avant quand j'étais employée. Et je termine vers 18h. Maintenant, je termine vers 17, 16h. Là, il y a les vacances de fin d'année, donc c'est encore pire. Disons, je travaille comme je veux. Je travaille 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Et c'est vraiment pas mal de pouvoir s'organiser comme on veut. C'est aussi une liberté en termes de vacances. Maintenant, je vais pouvoir partir en vacances en Colombie. J'ai juste pris mes congés, quoi. J'ai réservé mes affaires. Et j'ai dit, voilà, de telle date à telle date, je ne serai pas là. Je n'ai pas à m'assurer que ce sont les vacances scolaires, qu'il y a priorité aux familles. Je n'ai pas à m'assurer que j'ai assez de vacances cotisées ou autres. Bien sûr que je fais attention à la charge de travail. Je ne veux pas partir en plein boom où j'ai des milliards de choses à faire. Mais je fais ce que je veux sans avoir l'aval de mon manager. Je courais après l'argent, mais ma rémunération de base est largement meilleure que quand je travaillais pour l'agence concurrente en 2022. Je faisais exactement le même travail, le même métier, les mêmes missions. J'étais à 1 400 € par mois. Donc si on fait ça à la journée sur une base de 21 jours ouvrés, on est à 66 € par jour. Aujourd'hui, mon taux journalier, il est à 300 € qui augmente l'année prochaine. On va quand même retirer l'URSSAF pour être sur la même balance. On serait à 230,70 € par jour. Donc ça fait 3,5 fois mieux. Ce n'est pas comparable. Donc en freelance, on a cette souplesse où en plus de valoriser ses compétences, on peut juste avoir une entrée d'argent meilleure et juste mettre de côté tout ce qu'on a pris, parce que c'est vrai que moi en début d'année, c'est pour ça aussi que je courais après l'argent, c'est que je prenais dans toutes mes économies et c'était très dur pour moi qui aime mettre de côté pour investir sur des expériences en tant que voyage ou investir sur le pro. C'était vraiment dur. Donc là, je me dis qu'au final, il faut faire attention, prendre un peu de recul, même si ça prend un peu plus de temps, mais pas courir après l'argent parce que de toute façon on a déjà une meilleure rémunération. Un autre gros point positif pour moi qui est du mal avec la société, c'est la fin de l'anxiété sociale en entreprise. J'adore être entourée de collègues en fait. J'aime en entreprise. Quand je travaillais en agence, je n'étais pas plus favorable que ça pour être en télétravail. Mais je déteste les conversations, en fait, cette relation que l'on a avec nos collègues, toujours discuter de soi, dire ce qu'on a fait ce week-end, et tu vas où en vacances, et t'as fait quoi, et toujours toutes ces conversations, tu manges quoi ce midi, ah t'as fait ci, ah t'as fait ça, ah moi je fais ça. Voilà, je supporte pas ça. Et même la dernière fois, j'étais dans l'agence avec qui je travaille, j'y suis allée et j'ai mangé le midi avec eux. Et les conversations, je me suis dit, mais heureusement, je ne suis pas tous les jours sur place parce que ce n'est vraiment pas agréable pour moi. Même si je pourrais travailler avec eux, au final, tous les jours, ce n'est pas quelque chose que je veux. Et même, je devrais dire aussi que la deuxième fois que j'y suis allée, je ne me suis pas sentie super bien accueillie. La première fois, c'était génial, mais la deuxième fois, je me suis dit, on va peut-être pas venir toutes les semaines comme je voulais le faire de base. C'est vraiment agréable. C'est sûr que vous êtes reculé si vous travaillez vraiment toute seule chez vous, comme moi je le fais. En même temps, voilà, il faut pas se leurrer. Je suis bien toute seule, je suis une solitaire. Et de temps en temps, oui, je peux travailler avec du monde, mais ça me fait du bien d'être tranquille à la maison. Je vais passer à mon chiffre d'affaires et tout ce que j'ai gagné mois après mois, parler aussi de mes charges, de mes bénéfices et des impôts. Donc au mois de janvier, j'ai touché 0 €. En février, j'ai touché 0 €. Je cherchais toujours des missions. En mars, j'ai touché 450 €. J'étais hôtesse, je n'en ai pas parlé parce que c'était une expérience très affreuse et j'étais payée 15 € de l'heure. C'était juste improbable. En avril, j'ai touché 97,60 €. Au mois de mai, 699,64 €. En juin, 1015,71 €. En juillet, 2082,86 €. En août, 7042,29 €. En septembre, 5660 €. En octobre, 5657,14 €. En novembre, 760 €. En décembre, 8614,29 € pour un total de 32 079,50 €. Et je vais parler tout à l'heure
de cette différence qu'il y a entre novembre et décembre parce qu'il y a eu un retard de paiement de l'agence événementielle. Maintenant, les charges. Il y a d'abord l'URSSAF. Au total, en URSSAF, j'ai payé 5 804 €. Pour les autres charges, il y a eu mon site internet et mon domaine qui me coûte 266,40 €. Il y a eu aussi Microsoft Office pour 69 €. J'ai payé la compte pour ma graphiste qui refait le design de mon site internet pour 540 €. Au total, j'ai eu 6 679,40 € de charges. Si je soustrais cette somme au mon total de revenus, on arrive à mon bénéfice qui est de 25 400,12 €. Je n'oublie pas les impôts. J'ai choisi le régime réel d'imposition, donc je paierai mes impôts l'année prochaine. Je fais ma déclaration comme tout le monde et je déclare tous ces revenus. Donc je déclare le chiffre d'affaires, pas juste le bénéfice, c'est le chiffre d'affaires. Mais il y aura un abattement de 34% dans mon cas. Il y a 3 cas différents. Moi, ça sera les 34% d'abattement et mes impôts seront basés sur ce chiffre. Moi, aujourd'hui, quand je calcule mon impôt potentiel, je suis à 1 086,52 €. Quand je fais les simulations, on me dit que ce sera 705 €. Je préfère me dire que ce sera, voilà, c'est 1100 €. Comme ça, je mettrai l'année prochaine au fur et à mesure de l'argent de côté. Comme ça, au mois de septembre, quand je vais vraiment recevoir ma feuille d'impôt, je pourrai avoir l'argent de côté. Et je suis sûre qu'au pire, j'ai la bonne somme. Et au mieux, j'ai 300 € en plus que je peux investir ailleurs. En termes de projets pour 2025, je vais commencer par parler de ma vitrine qui devra être impeccable. Et là, je parle de mon site internet qui est en cours de refonte, surtout sur le design pour le moment, avec la graphiste qui refait le design et qui me fait mon logo d'entreprise. Mais il y aura aussi une refonte du contenu où je vais devoir moi me présenter pour dire voilà, qu'est-ce que je vous apporte, qui je suis, d'où je viens et pourquoi je suis dans l'événementiel. C'est présenter tous mes packs et afficher mes prix comme ça, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Les clients qui me contactent savent de quoi on parle dès le départ. Et c'est aussi de présenter ma façon de travailler, donc sur chaque pack, sur chaque mission ou tâche que je peux faire, voilà, expliquer comment moi je travaille de mon côté. Si par exemple c'est du sourcing d'un lieu événementiel, voilà, c'est la prise de brief, c'est faire des recherches, contacter les bons prestataires dès le départ, faire un point avec le client, faire une recommandation propre et détaillée, donc c'est des présentations PDF. Ensuite, proposer de faire des visites de lieux, mais on ne va pas aller visiter tous les lieux, mais c'est vraiment quand le client aura fait une shortlist, voilà, aller sur place et avoir plus de détails et prendre l'ambiance du lieu. C'est vraiment détailler toutes ces missions à chaque fois, comme ça, le client sait dès le départ où il va. Toujours plus de networking. À chaque fois, dans mes bilans, je dis que je vais faire du networking au moins 1 fois par mois, mais c'est très compliqué parce que je n'anticipe pas. Et là, ça va vraiment être anticiper ces événements dès là, en décembre, savoir qu'en janvier, je vais faire ça. En février, je vais faire ces 2 événements et voilà, potentiellement voir les événements possibles qui seraient déjà disponibles pour le mois de mars. Il faut vraiment se dire que plus on parle à du monde et plus les gens savent que l'on existe, plus on parle de nous, plus on arrive à vendre en fait nos services, à parler de nos services, à se présenter. Et j'ai vraiment eu un déclic il y a quelques semaines où j'ai fait un brunch et j'ai rencontré une jeune femme qui est entrepreneuse et elle disait que toutes ses clientes, elle les a rencontrées en networking. Donc il y a les personnes que l'on rencontre directement. Après, il y a du bouche à oreille. Si ces personnes se disent « Ah, j'ai rencontré telle personne qui donne tel cours, telle formation, qui donne ses services. » Donc voilà, plus on voit du monde et plus on augmente nos chances d'être vus, entendus et de dire voilà, j'existe, venez me voir. Bien sûr que je veux plus de clients, améliorer ma vitrine et faire du networking va me permettre d'atteindre en fait cet objectif. J'aimerais vraiment avoir 3 ou 4 clients périns, donc comme l'agence événementielle et potentiellement cette jeune femme avec qui j'ai travaillé et avec qui je vais pouvoir faire d'autres événements en tant que chargée de production tout au long de l'année. Et là, voilà, je vais devoir aller chercher ces autres clients avec qui je pourrai avoir des missions régulières, pas forcément longues, mais régulières, ponctuelles tout au long de l'année. Je vais aussi avoir cette envie de travailler beaucoup plus avec les particuliers et de rendre la célébration possible en fait pour les particuliers. Quand j'ai fêté mon anniversaire cette année, je cherchais juste un lieu parce que mon appartement est trop petit pour accueillir 30 personnes. Il n'y avait que 30 personnes. Donc c'est vraiment juste des amis proches, la famille proche, mais voilà. Ça fait très vite un grand nombre, c'est trop de personnes pour chez moi et j'ai galéré à trouver un espace parce qu'il y avait beaucoup d'espaces déjà qui étaient loués bien à l'avance alors que j'ai commencé à chercher 6 mois avant.
C'était juste la galère, c'était cher, je trouve, c'est juste vraiment cher quand vous voyez le nombre de personnes que vous souhaitez inviter et le tarif que vous allez mettre dans un lieu, c'est beaucoup. Donc je veux rendre l'événement rentable possible pour les particuliers, que ce soit au niveau du lieu ou de la décoration, proposer des options rentables pour eux. En mettant en place tout cela, je vais vers mon objectif financier qui est de 50 000 euros de chiffre d'affaires. Avec les professionnels, ça sera donc être chargé de production sur les événements, être chargé de logistique avec l'agence événementielle actuelle. Pour les particuliers, c'est rendre la célébration possible, hein, donc c'est leur organiser des événements, proposer surtout de la décoration rentable et peu chère pour que ça reste possible pour eux, parce que c'est beaucoup d'argent quand même quand on fait un événement, mais si on est sur des décorations très chères, des lieux événementiels trop chers pour le nombre d'invités, voilà, c'est rendre la célébration possible pour les particuliers et pourquoi pas être monétisé avec YouTube pour avoir ce petit plus tout au long de l'année. Il faut savoir qu'aujourd'hui, mon chiffre d'affaires prévisionnel est déjà à 25 000 euros avec les gros dossiers que j'ai pris avec l'agence événementielle, donc je me dis, c'est possible. Il faut juste que on se bouge, qu'on sorte, qu'on améliore son discours, que je continue à travailler sur moi, à travailler la manière dont je présente mes services et il y aura toujours cette personne en plus qui viendra pour mes services. Je vais terminer avec quelques conseils avec ce statut de freelance. On ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas de quoi le mois suivant est fait. Peut-être qu'une émission va s'arrêter, peut-être que tu ne vas pas trouver de clients. Donc fais attention à la manière dont tu dépenses ton argent. L'épargne est une charge, mets autant d'argent de côté que tu peux. Comme ça, tu pourras couvrir les mois où tu as moins d'entrée d'argent ou pas d'entrée d'argent. Et fais surtout attention à la manière dont tu dépenses cet argent, surtout si tu gagnes beaucoup plus. Ne dépense pas juste pour dépenser. Quand j'étais en alternance, je gagnais 1 100 euros. Je suis passée en intérim un an après, je gagnais 2 900 euros. Voilà, il y avait 1 800 euros de différence, c'était énorme. Et pourtant, je mettais 1 200 euros de côté. Le reste, ça couvrait toutes les aides que je n'avais plus, comme les APL. Et je m'étais prise en fait 200, 300 euros en fonction des mois pour mieux vivre et pour me faire plaisir. Un autre exemple, c'est que là, en novembre, je n'ai pas été payée de ma facture. L'agence a fait une erreur sur le virement, ils ont envoyé l'argent sur le mauvais compte. Donc en fait, tout le mois de novembre, je n'ai pas reçu cet argent. C'est pour ça que ça a été viré au mois de décembre et que j'ai eu ces 8 000 euros de revenus en décembre. Donc voilà, il faut faire attention. Il peut y avoir aussi des erreurs. Et il y a certaines agences aussi qui ne payent pas juste parce que voilà, elles ne payent pas leurs employés en freelance. Donc fais attention à la manière dont tu dépenses ton argent. Attention, ton temps travaillé, ton temps occupé ne sont pas la même chose. Ton temps occupé, c'est ton temps travaillé que tu factures et le temps administratif. C'est-à-dire le temps administratif, faire des recherches de clients, de missions, être sur de la formation en interne, chercher les formations. Moi, je sais que je dois remplir des feuilles de temps pour dire combien de temps j'ai passé sur chaque dossier par mois, mais donc moi, je le fais aussi par jour pour avoir une vue plus détaillée. Donc, il faut faire attention à cela. Ce n'est pas parce que tu travailles tous les jours que tu vas facturer tes 7 heures, 8 heures par jour. Donc, c'est à prendre en compte sur la manière dont tu t'organises et sur le taux journalier moyen que tu vas mettre en place. Ne te sous-estime pas, tu es capable, tu as des compétences, si tu as déjà fait un travail en entreprise, tu as largement acquis des compétences, si tu as fait ta formation, tu as tes bases, tu es capable de le faire et ça va te permettre bien sûr de mieux te vendre. Hein. Avoir confiance en soi, ça se voit tout de suite, on est beaucoup plus à l'aise avec les gens, on se vend mieux, on parle mieux de soi, donc ne crois pas que tu ne vaux rien. Je sais, j'ai fait la même chose cette année, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on est capable et il ne faut pas avoir peur de dire ce que l'on sait faire, ce que l'on peut faire, même si on ne l'a jamais fait. Si tu es débutant, si tu commences dans ton activité, n'aie pas peur de parler de toi, n'aie pas peur de te vendre, de parler au maximum de personnes comme je le disais tout à l'heure et parle comme si tu avais déjà des clients en cours. Dis au présent, je suis organisatrice d'événements, j'organise des événements, je rends les événements et la célébration possible pour les particuliers. J'aide, je renforce les équipes des professionnels. Il faut parler au présent et bien sûr, il faut être réaliste et dire que si la personne vous parle et vous pose des questions plus poussées, oui, vous serez mon premier client, mais voici comment je travaille, voici ce que je ferai avec vous. N'aie pas peur d'investir. Prends bien sûr le temps de réfléchir sur quoi tu veux investir, surtout si tu es débutant, tu n'as pas les fonds. Et moi, j'ai tardé à faire appel à une graphiste pour faire mon logo et revoir le design de mon site internet parce que voilà, je ne voulais pas mettre de l'argent n'importe où parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Là, il me semble que c'est 1 800 euros pour la graphiste au total. Mais voilà, il faut savoir investir
à certains endroits. Est-ce que je vais investir sur mon site internet? Est-ce que je vais investir sur une formation sur plusieurs mois ou plusieurs formations? Est-ce que c'est le matériel, les logiciels que je vais utiliser, que je vais investir? Prends le temps de t'améliorer parce que ça va être très nécessaire, même pour ton développement sur le long terme. Tu ne peux pas juste rester à utiliser des outils gratuits, à tout faire toi-même parce que tu n'auras pas le temps et ça ne sera pas assez professionnel et ça ne suivra pas l'évolution de ton travail. N'aie pas peur d'investir, prends le temps de chercher des prestataires, regarder les avis ou même prendre avis auprès d'une personne comme toi qui est freelance, que ce soit dans le même domaine ou autre. Des fois, regarder un peu les choses dans d'autres domaines, ça aide à avoir plus d'ouverture d'esprit. N'aie pas peur d'investir. Merci d'avoir suivi ce bilan de mon activité freelance. Quelle que soit ton activité, ton statut, j'espère que tu es ou que tu seras dans un cadre et un environnement qui te convient et qui te rend heureux. Et d'ici la prochaine fois, enjoy your life. Girl, I realize